السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, j'espère que vous allez en bonne santé. Aujourd'hui, on va aborder le cours de biochimie intitulé La biochimie du liquide céphalorachidien. Pour cela, je vais utiliser le support officiel envoyé par le prof avec quelques modifications. Et on commence tout de suite. D'abord, c'est quoi le liquide céphalorachidien? Le LCR, ou le liquide céphalorachidien ou le liquide cérébrospinal, est un liquide biologique transparent, dans lequel baigne le cerveau et la moelle spinale, ou bien le système nerveux central, appelé également le névrax. Il est contenu dans les méninges, ce sont les parois ou les structures qui enveloppent le système nerveux central, plus précisément entre la pymère, qui est la méninge la plus interne et qui tapisse ou recouvre le système nerveux central, et l'arachnoïde, c'est la méninge de situation moyenne. Elle est intercalée entre la pymère et la dure-mère. Cet arachnoïde tapisse le versant interne de la dure-mère ou le sac dural extérieur. C'est-à-dire, le liquide céphalorachidien se trouve dans l'espace sous-arachnoïdien ou intratécal. Le liquide céphalorachidien est synthétisé au niveau du plexus choroïde ou des plexus choroïdes des 3e et 4e ventricules. C'est un lacis de vaisseaux sanguins capillaires, poreux ou fenêtrés, entouré d'épendymocytes ou cellules épendymères qui sont une variété des cellules gliales du système nerveux central, qui constituent un tissu similaire à un épithélium. La porosité des capillaires permet au sang d'arriver aux épendymocytes, mais pas au-delà. Les plexus choroïdes fabriquent le liquide céphalorachidien en laissant passer certaines molécules et en bloquant d'autres molécules. Les plexus choroïdes sont appelés également la barrière hémato-méningée entre le plasma et les méninges. Cette sélectivité de cette barrière est à l'origine de la filtration du plasma en laissant passer certaines molécules et bloquant d'autres. Ce liquide circule librement dans le système ventriculaire central et les méninges ou le système périphérique subarachnoïdien. À travers un circuit continu, il n'est pas stagné, il n'est pas fixe, il est en mouvement perpétuel avec une phase de sécrétion et résorption et ne présente pas de poche isolée. Il est continuellement renouvelé, en mouvement permanent. Il se résorbe au niveau des villosités arachnoïdiennes des sinus veineux de la dure-mère. Le volume du LCR normal est de 120 à 140 ml chez l'homme et de 50 ml chez le nouveau-né et de 80 ml chez l'enfant. Vous voyez dans cette photo le système nerveux central. Ici, au centre des deux hémisphères, au niveau du diencéphale, se trouve le 3e ventricule ici. Au niveau du 3e ventricule, on trouve le plexus choroïde, où le liquide céphalorachidien est sécrété. Il est en mouvement entre le 3e ventricule, puis dans le 4e ventricule, où il est aussi sécrété par le plexus choroïde du 4e ventricule ici. Et puis, ce compartiment intraventriculaire est connecté au compartiment ou au système périphérique subarachnoïdien par le trou de Magendie, qui se trouve ici en arrière du 4e ventricule. C'est à ce niveau-là que le liquide céphalorachidien sort vers le système subarachnoïdien périphérique. Et puis, ce liquide céphalorachidien se résorbe au niveau des sinus veineux de la dure-mère par les villosités. Vous voyez ici les villosités, ce sont des invaginations
ce sont des invaginations de l'arachnoïde ou de l'espace subarachnoïdien dans les sinus veineux où le liquide céphalorachidien est réabsorbé ou résorbé. Dans cette photo en bas, vous voyez les méninges qui entourent le système nerveux central. On a trois méninges. La dure mère, elle est la plus externe. Elle est appelée également le sac dural. Puis on a l'arachnoïde. Et finalement, au plus interne, dans le plus interne possible, se trouve l'apimère. Entre l'arachnoïde et l'apimère se trouve l'espace sous-arachnoïdien. Où circule le liquide céphalorachidien. Puis on a les rôles du liquide céphalorachidien. La protection du cerveau et l'élimination des déchets cérébraux, c'est le principal rôle de ce liquide. Il joue un rôle de transporteur de signaux chimiques dans le cerveau et dans la communication intracérébrale non synaptique. Vous savez qu'on a une communication intracérébrale synaptique et non synaptique. Synaptique par les nerfs, par le biais des nerfs et des synapses, et une communication intracérébrale non synaptique par l'intermédiaire de ce liquide. Il joue un rôle de maintien mécanique, d'amortisseur, d'une certaine pression pour protéger le système nerveux des chocs. Le LCR doit fournir au système nerveux central un environnement physico-chimique constant, de pH et de pression, pour maintenir sa fonction et son efficacité maximale. Il assure des échanges nutritifs avec le tissu nerveux, donc il a un rôle nutritif, et le cerveau réalise cependant ces échanges métaboliques principalement avec le sang, via la barrière hémato-encéphalique et plus précisément via la barrière hémato-méningée. La circulation du LCR, comme on l'a déjà vu, le LCR ou le liquide cérébrospinal circule autour du cerveau, du cervelet et de la moelle spinale. Il descend jusqu'à S2 ou la deuxième vertèbre lombaire, sacrée, alors que la moelle s'arrête à la deuxième vertèbre lombaire, ce qui permet de réaliser la ponction lombaire au-dessous de L2 pour éviter la lésion de la moelle spinale. Le LCR subit une circulation passive du lieu de sa production à son lieu d'élimination avec un débit de 20 cm3 par heure. Il est renouvelé 3 fois par jour. Le LCR passe dans les sinus duro-veineux et dans les veines spinales et à moindre degré dans la lymphe le long des nerfs. Il est recueilli par la ponction lombaire entre L4 et L5. C'est le lieu préférable pour la ponction lombaire. Sinon, on peut la réaliser de la partie inférieure de L2 jusqu'à S2. 4 sur 5 du LCR est éliminé au niveau céphalique par les sinus duro-veineux, alors que le 5e du LCR est éliminé au niveau médulaire par les veines spinales. Le LCR et les barrières. Le LCR, ou les échanges entre ces deux milieux, entre le LCR et les barrières, ou bien le plasma, sont régis par un système sélecteur de plusieurs barrières. Il existe 3 barrières. Hémato-encéphalique, qui est entre le plasma et le cerveau, entre les capillaires céphaliques et le cerveau. La barrière méningo-encéphalique, c'est la barrière qui sépare le liquide céphalorachidien du névrax ou du système nerveux central, autrement dit la pimère. Et la barrière hémato-méningée, c'est la barrière entre le plasma et le LCR, ou bien le plexus choroïde. La perméabilité entre le sang et LCR est définie par rapport au centre de la diffusion. Elle est faible, cette perméabilité est faible dans le sens sans LCR. Elle ne laisse passer que les petits ions. Les antibiotiques ne la franchissent pas, sauf les sulfamides. Cette remarque est importante au cours des méningites d'origine bactérienne, alors que cette perméabilité est grande dans le sens LCR-100, ce qui explique par exemple que
que les anesthésiques injectés en intratécal rapidement éliminés parce qu'ils passent vers la circulation sanguine du LCR vers la circulation sanguine. La composition du LCR. La composition du LCR est le résultat d'une combinaison de différents mécanismes, soit par transport actif, sodium, calcium, potassium, glucose, soit par diffusion passive, sans consommation d'énergie, de l'eau, du chlorure et surtout des protéines, avec grossièrement une vitesse de diffusion qui dépend du poids moléculaire de la protéine. Plus elle est grande, plus sa vitesse de diffusion à travers cette barrière est petite. Et bien sûr par la sécrétion de certaines protéines spécifiques au LCR qui ne se trouvent pas au niveau du plasma, par exemple la bêta-trace-protéine, la bêta-2-transférine ou bien la protéine Tau, et majoritairement pour NSE-S100. La composition du liquide céphalorachidien est proche de celle du plasma sanguin. Il contient de 3 à 5 lymphocytes par centimètre cube. Le pH est plus acide dans le LCR, il est de 7,32, que dans le plasma qui est de 7,4, parce que la PCO2 ou la pression partielle en CO2 y est plus élevée, bien sûr, dans le LCR. Pardon. Les concentrations de protéines, de glucose, du potassium sont plus basses dans le LCR que dans le plasma, alors que la concentration du chlorure y est plus élevée dans le LCR. Le bicarbonate est le principal tampon dans le LCR. Alors, vous voyez dans ce tableau-là les constituants ou la composition du LCR par rapport au plasma. La grande différence entre ces deux se réside principalement au niveau des protéines. Vous voyez ici qu'au niveau du plasma, le taux de protéines est de 8 grammes par 100 millilitres, alors que son taux au niveau du LCR est de 0,02 grammes par 100 millilitres. L'intérêt de la ponction lombaire, on a vu que la ponction lombaire peut se faire entre L4 et L5 pour recueillir le liquide céphalorachidien et pour l'analyser et pour diagnostiquer les différentes maladies que le système nerveux central peut subir. L'analyse du liquide céphalorachidien permet le diagnostic de maladies infectieuses, notamment la méningite ou l'inflammation des méninges, le cancer et les maladies neurologiques ou inflammation du système nerveux comme le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, appelé également la polyradiculonévrite ou la paralysie ascendante, où il y a des anticorps qui attaquent les nerfs périphériques. Donc c'est une maladie auto-immune. Les contre-indications de la ponction lombaire. La ponction lombaire est contre-indiquée en cas d'hypertension intracrânienne parce qu'il y a un risque d'engagement. Au cours de la tuberculose vertébrale, car il y a un risque d'entraîner des bacilles ou bien des bactéries dans les méninges en introduisant l'aiguille de la ponction. Et au cours du syndrome hémorragique, parce qu'il y a un risque d'hémorragie méningée, évidemment. Le prélèvement du LCR, il est réalisé dans le bas du dos après repérage de l'espace situé entre les vertèbres lombaires L4 et L5. Une désinfection locale est primordiale. Le patient reste assis ou allongé sur le côté en position fétale. Le médecin vient alors introduire une aiguille à ponction lombaire jusque dans le cul-de-sac dural. C'est quoi le cul-de-sac dural? On sait que la dure mère est appelée le sac dural. Et donc le cul-de-sac dural, c'est la partie la plus inférieure du sac dural ou bien la dure mère qui descend plus bas que la moelle épinière. Quelques millilitres du LCR sont recueillis pour permettre les explorations bactériologiques, cytologiques et biochimiques. Et vous voyez dans cette photo située à droite le lieu de réalisation de la ponction lombaire ici dans cette photo est réalisé entre L3 et L4, mais il est préférable de la réaliser entre L4 et L5. Également, la ponction du LCR peut être réalisée au niveau lombaire, cisternal et bien au niveau ventriculaire. L'analyse du LCR. D'abord, on commence par l'analyse cytologique. Recherche de cellules
mais en particulier on recherche les globules blancs. Il est retrouvé moins de silicocytes par millimètre cube de liquide. Les polynucléaires altérés correspondent à une méningite purulente. Les lymphocytes peuvent se voir dans d'autres inflammations des méninges d'origine virale, bactérienne comme la tuberculose ou bien parasitaire comme la trypanosomose ou la maladie du sommeil. Les plasmocytes vacuolisés ou bien les cellules de Mott sont caractéristiques de la trypanosomose ou maladie du sommeil. Au cours de cette maladie d'origine parasitaire, il y a disparition du rythme circadien et alternance d'insomnie et de somnolence paroxystique. C'est pour cela qu'elle est nommée ou appelée la maladie du sommeil. Pour l'analyse bactériologique, mise en culture du LCR pour identifier un éventuel germe en cause et réaliser un antibiogramme. C'est quoi un antibiogramme? Donc on doit mettre la souche ou le germe collecté à partir du patient et le mettre dans différentes variétés d'antibiotiques et regarder et détecter l'antibiotique efficace pour cette bactérie. C'est bien pour déterminer la démarche thérapeutique pour ce patient. La méningite tuberculeuse. Pour une méningite tuberculeuse, il faut rechercher le bacille de Koch par coloration de Thiel. Et pour la maladie du sommeil, il faut examiner à l'état frais les trypanosomes, ou qui sont des parasites à l'origine de la trypanosomose. Pour l'analyse biochimique, dosage du glucose, des protéines, des ions chlorure et des lactates. D'abord, on commence par l'examen macroscopique. L'aspect du LCR, il est normalement limpide, clair, cristallin, transparent, eau de roche. Il est dit en eau de roche. Il peut être clair dans des affections chroniques comme la poliomyélite, l'encéphalite, les méningites lymphocytaires bénignes, les méningites tuberculeuses ou syphilitiques, comme il peut être trouble dans les méningites purulentes. Sa couleur, il est normalement incolore, clair. Il peut être hémorragique ou sanglant. Hémorragie, soit il est dû à une hémorragie à l'intérieur du système nerveux central, par fracture osseuse, hémorragie cérébrale, rupture d'anévrisme, hémorragie méningée, comme il peut être dû à une hémorragie entraînée par la ponction elle-même. La distinction entre ces deux types d'hémorragie se fait par l'examen des trois tubes. Si l'hémorragie est artificielle induite par la ponction, la coloration du sang disparaît ou diminue au troisième tube. Comme vous voyez dans cette photo, une étape de centrifugation est primordiale. Le liquide ou la couleur du LCR peut être également xanthochromique. Xanthochromique veut dire citrin ou jaune, dû à l'altération de l'hémoglobine qui s'est écoulée dans le LCR. L'hémoglobine qui s'est écoulée dans le LCR. Lorsque l'hémoglobine s'écoule dans le LCR, lorsqu'il se dénature, il y a apparition de la bilirubine à l'origine de cette couleur jaunâtre. Ou bien dans l'ictère bilirubinimique, elle est caractéristique, cette couleur xanthochromique, du syndrome de Frohin pathognomonique d'un blocage spinal par compression médulaire tumorale. Lorsqu'il y a une tumeur qui exerce une pression sur la moelle spinale et qui bloque l'espace sous-arachnoïdien, on a un blocage de l'espace sous-arachnoïdien, veut dire que le liquide céphalorachidien est stagné ou bien il est emprisonné dans cet espace et donc les hémoglobines qui se trouvent dans ce liquide se dénaturent, se lisent et donc donnent de la bilirubine à l'origine de cette coloration jaunâtre. Le LCR peut être aussi graisseux à cause des produits de contraste huileux non résorbables ou bien comme il peut être brun noirâtre à cause d'une pathologie mélanique. On commence par
Les examens biochimiques, on commence par la glycorachie ou bien le taux du glucose dans le liquide céphalorachidien. Il n'existe pas pour ce dosage d'intervalle de normalité parce qu'il faut toujours comparer le taux de glucose dans le LCR et dans le sérum ou bien avec la glycémie parce que le glucose se diffuse à travers la barrière hémato-méningée. La glucorachie doit s'interpréter en même temps que la glycémie qui doit être prélevée en même temps. Les valeurs dans un LCR normal, environ, la glycorachie est constituée de 60 à 70% celle de la glycémie. Elle varie entre 2,8 et 4,4 mmol par litre. Sa variation suit celle de la glycémie. Elle diminue dans l'hypoglycémie, augmente dans l'hyperglycémie, donc elle varie proportionnellement avec la glycémie. Pourquoi? On a dit parce que le glucose se diffuse librement à travers la barrière hémato-méningée. Les variations pathologiques. On peut avoir soit une hypoglycorachie indépendante ou hyperglycorachie. L'hypoglycorachie peut être indépendante de la glycémie, donc la glycémie est normale, peut être observée au cours des méningites bactériennes et mycosiques et dans l'infiltration du LCR par des cellules néoplasiques. Pourquoi? Parce que le glucose qui se trouve dans le LCR va être consommé soit par les bactéries, soit par les cellules néoplasiques. Et cette pathologie ou bien cette hypoglycorachie se trouve au cours des hypoglycémies si elle n'est pas indépendante, au cours des méningites purulentes, méningites tuberculeuses, tumeurs méningées, syndrome de Rh, hépatoencéphalopathie aiguë, hémorragie sous-arachnoïdienne et méningites rhumatoïdes. Comme on peut avoir une hyperglycorachie au cours du diabète sucré, au cours de l'encéphalite épidémique, les méningites séreuses et urémiques et l'hypertension intracrânienne. Le deuxième paramètre qu'on peut doser au niveau du liquide céphalorachidien est la protéinorachie. L'intérêt de ce dosage est l'analyse qualitative et quantitative des protéines du LCR, ce qui permet d'évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, si elle est hyperperméable ou bien sa perméabilité est normale, détecter une réaction immune dans le système nerveux central si on trouve un taux élevé d'immunoglobuline et détecter la présence d'une maladie dégénérative du système nerveux central. Les techniques de dosage des protéines du LCR, soit par des méthodes turbidimétriques ou bien colorimétriques, immunologiques. Les variations de la protéinorachie. Dans un LCR normal, chez le nouveau-né, le taux de protéines sont supérieurs à ceux des adultes. Elle est de 0,5 à 1,5 chez les nouveau-nés, alors que chez les adultes, elle est de 0,15 à 0,45 g par litre. Les protéines ou le taux de protéines peut présenter une élévation légère en cas d'augmentation de la perméabilité hémato-encéphalique, en cas d'épilepsie, pneumonie, processus inflammatoire dégénératif comme la CEP ou la sclérose en plaques, la poliomyélite, zona et tumeurs cérébrales. Comme il peut y avoir une élévation notable de 125 à 300 mg par 100 ml au cours des méningites purulentes et des hémorragies cérébrales, abcès cérébreux, tumeurs du système nerveux central. La valeur peut être très élevée, supérieure à 1000 mg par décilitre au cours d'une obstruction d'espace sous-arachnoïdien, comme on l'a déjà vu dans le syndrome de Frouin, par une compression médulaire par une tumeur. L'électrophorèse des protéines du LCR. Pourquoi réaliser une électrophorèse des protéines du LCR? Le dosage des protéines totales du LCR est complété par une évaluation des différentes protéines par les méthodes électrophorétiques, immunoélectrophorétiques ou d'autres méthodes immunologiques. L'électrophorèse sur bande d'acétate de cellulose présente un tracé proche de celui du sérum avec une fraction préalbumine relativement importante de 5%. On distingue de l'anode à la cathode, donc dans le sens de migration de l'anode qui est le pôle positif vers la cathode qui est le pôle négatif. Vous savez que les protéines sont chargées négativement. Les 7 fractions qu'on obtient sont les suivantes. On a d'abord la préalbumine. Sa concentration augmente en cas d'atrophie cérébrale, diminue dans les compressions médulaires.
blocage de la circulation rachidienne ou syndrome de Frohman. L'albumine, le meilleur marqueur des échanges hématoméningés, ou bien de la perméabilité hématoméningée, car sa synthèse est exclusivement hépatique. Sa concentration augmente dans les méningites, la CEP, les AVC, dans le syndrome de Guillain-Barré et les tumeurs cérébrales. L'alpha-1 globuline augmente au cours des lésions tumorales, des hémopathies malignes et au cours des AVC étendus. L'alpha-2 globuline augmente dans les processus infectieux et inflammatoires. La bêta-1 globuline augmente dans les hémorragies méningées. La bêta-2 globuline augmente dans les maladies dégénératives. Et la dernière bande, c'est la gamma-globuline, des immunoglobulines. Essentiellement, les IgG augmentent au cours des réactions de transsudation. Le phénomène de transsudation. L'albumine est la protéine la prédominante dans la circulation. Elle constitue jusqu'à 75% des protéines de la circulation sanguine. Elle est d'origine sérique uniquement. Elle ne se trouve pas dans le LCR. Elle n'est pas de synthèse, elle n'est pas synthétisée localement. Compte tenu de l'absence de synthèse locale, une augmentation de l'albuminorachie est considérée comme le résultat d'une modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, entraînant un phénomène de transsudation. Le quotient albumine. L'état de la barrière hématoméningée peut être évalué par le pourcentage de transsudation de l'albumine. Plus l'albumine passe du plasma vers le SCR, plus le quotient albumine augmente. Le quotient albumine ou le degré de transsudation égale albumine du LCR en milligrammes par litre fois 100 sur l'albumine du sérum. Plus l'albumine du LCR augmente, plus ce rapport augmente. La valeur de référence est inférieure à 0,65. Une augmentation de ce taux traduit un passage accru des protéines sériques vers le LCR par le phénomène de transsudation. L'index IgG permet de savoir si cette réaction immunitaire ou bien inflammatoire est d'origine nerveuse, c'est-à-dire dans le système nerveux central ou bien dans la circulation sanguine. L'index IgG est égal à l'IgG sur albumine de l'LCR sur IgG sur albumine sérum. Le taux index supérieur à 0,7 est en faveur d'une synthèse intratécale qui est le reflet d'une réaction inflammatoire chronique du système nerveux central. Les électrolytes, on a la chlorurachie, elle est nettement supérieure à celle du plasma dans le cas normal. Elle diminue dans les méningites tuberculeuses et bactériennes. Les techniques de dosage du chlorure du LCR, c'est la potentiométrie. La valeur normale du chlore est de 7 à 7,5 g par litre dans le LCR. Pour le lactate et le pH, il est recommandé de déterminer le niveau de lactate et du pH du LCR. Normalement, la teneur en lactate est de 1,2 à 2,2 mmol par litre. En cas d'une méningite bactérienne anaérobiose, son niveau est augmenté de 3 à 10 fois ou plus. Normalement, le liquide céphalorachidien est légèrement alcalin, avec un pH de 7,35 à 7,40, et en cas d'une méningite bactérienne où il y a augmentation du niveau ou de la teneur de lactate, l'acidité augmente et donc le pH diminue. Et finalement, vous voyez dans ce tableau-là une comparaison entre un LCR normal, une méningite purulente et une méningite lymphocytaire. Pourquoi elle est appelée lymphocytaire? Parce qu'il y a une prédominance de lymphocytes dans ce type de méningite. Dans un LCR normal, son aspect limpide, de 1,3 éléments cellulaires par millimètre cube, le glucose est de 0,5 g par litre, protéine 0,2-0,5 g par litre, chlorure 7 à 7,5 g par litre, sans agent infectieux. Évidemment, pour la méningite purulente, l'aspect du LCR est trouble ou purulent, de 1000 à 2000
éléments cellulaires par millimètre cube, avec prédominance de polynucléaires neutrophiles. Le glucose est inférieur à 0,5 g par litre. Son taux est abaissé à cause des bactéries qui consomment du glucose du LCR. Les protéines sont augmentées de 1 à 5 g par litre. Chlorure normal. La méningite purulente peut être due au méningocoque, pneumocoque, streptocoque B, Haemophilus klebsiella et Escherichia coli. Donc les méningites purulentes sont dues principalement par les bactéries comme les pneumocoques. Pour les méningites lymphocytaires, l'aspect du liquide est clair en eau de roche ou bien il est légèrement trouble avec 100 à 300 éléments cellulaires par millimètre cube. Prédominance de lymphocytes, glucose normal parce que ce type de méningite est principalement provoqué par des virus et non pas par des bactéries. Mais en cas de bactéries, il y a diminution du taux de glucose. Les protéines aussi augmentent dans ce type de méningite de 1 à 2 g par litre. Pour le chlorure, il est normal, sauf en cas d'une méningite lymphocytaire bactérienne ou comme la méningite tuberculeuse, où il y a diminution du chlorure qui devient inférieur à 7 g par litre. Ce type de méningite est provoqué soit par des virus, soit par des bactéries comme des mycobactéries, par les brucelles leptospires, par les tréponèmes, etc. Et comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.